Bienvenue à ces rendez-vous, cette capsule hebdomadaire qui a comme cela pour vocation d'appeler les gens qui sont à la manœuvre, ceux qui sont en même de vous donner les informations de première main. Alors, on ne sait pas parler de la République démocratique du Congo et zapper la question fondamentale qu'est les infrastructures. Les infrastructures, c'est cette raison fondamentale qui a fait en sorte que l'on puisse avoir dans nos murs ce jour M. Michel Oyumbo, qui est président des ingénieurs BTP ici en République démocratique du Congo. Monsieur le Président, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Nous avons une batterie de questions. D'entrée des jeux, nous aimerions savoir dans quel angle de vue vous apercevez ce qui se fait dans la mégalopole congolaise comme travail. Je vais dire travaux parce que c'est pratiquement de nombreuses infrastructures qui sont en train de monter ça et là. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'invitation. C'est un réel plaisir de nous associer dans un débat qui est le nôtre, évidemment, le secteur de l'ingénierie du bâtiment et des travaux publics. Nous, en tant que Corporation nationale des ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, évidemment, l'ingénierie du BTP, comme nous l'appelons, qui est un art, ensuite une science, et qui consiste à la conception, à la construction, à l'exploitation, à l'entretien et réhabilitation, évidemment, des infrastructures. Ce secteur aussi vaste et grand, c'est un secteur de dignité. Vous savez, quand vous arrivez dans un pays, que vous descendez à l'aéroport, vous rencontrez les infrastructures aéroportuaires. Okay. Quand vous devez quitter l'aéroport pour vous rendre à l'hôtel, là où vous serez à votre lieu d'hébergement, vous prenez un métro, vous prenez une voiture, vous êtes sur les infrastructures. Quand vous arrivez dans votre hôtel, dans votre lieu d'hébergement, vous êtes dans une infrastructure. Quand vous allez vous déplacer pour des réunions, pour des meetings, vous allez toujours vous déplacer sur une infrastructure routière et vous allez arriver dans une autre infrastructure BTP. Donc, je dis que c'est un domaine tellement important, très important, que ce domaine même reflète la grandeur et la dignité de toute une nation. Vous ne pouvez pas vous imaginer un pays sans port, un pays sans aéroport, un pays sans route, un pays sans bâtiment. Ce pays-là n'existe pas. Alors, si vous arrivez dans une nation, vous pouvez passer 48 heures dans une nation. Vous n'aurez peut-être pas le temps de rencontrer les gens qui vivent dans cette nation-là. Mais au moins, vous serez en contact avec les infrastructures. Et quand vous repartirez de cette nation, alors que personne n'a inventé la nation, vous direz, en tout cas, je suis allé dans une très grande nation. J'ai vu de très bonnes routes, j'ai vu de très beaux bâtiments, j'ai vu une très belle ville. Voilà ce que les infrastructures signifient pour un pays, pour une nation. Alors, pour revenir à votre question, quelle est notre appréciation sur ce qui s'est fait dans la ville de Kinshasa? Il est vrai qu'il y a des choses qui se font, nous apprécions ce qui s'est fait, mais il y a moyen de mieux faire par rapport à ce qui s'est fait aujourd'hui. On a l'impression d'assister à un véritable chaos. Un chaos où cette route est barricadée pour réhabilitation. Cette autre route-là, qui elle n'est pas barricadée, est totalement dégradée et on ne sait pas se déplacer. Alors qu'il y a moyen de faire une très bonne planification, une très bonne coordination pour aboutir à un très bon résultat. Quand cela ne tient, ces routes-là qui sont réhabilitées, c'est pour quelle durée de vie? Une route de vie, elle a une durée minimum de vie. Vous savez, aujourd'hui, si un homme meurt à 90 ans, à 80 ans, oui, il y aura de la peine parce qu'un homme est mort, mais c'est totalement différent. Quand un jeune homme de 5 ans est fauché sur la route, quand un jeune homme de 10 ans a été écrasé par une moto, parce que tout simplement c'est dit, mais il avait encore de l'avenir, il pouvait encore vivre. Et voilà, en quelque sorte, notre pression à nous. Il est vrai que nous devons réhabiliter les infrastructures routières, mais nous devons les faire d'une manière la plus correcte possible. Parce que l'ingénierie, c'est l'un des domaines les plus compliqués dans le monde. Il est régi, pardon, je voulais dire,
je parle de l'ingénierie du BTP bien sûr, c'est un domaine qui est régi par des principes. C'est un domaine qui est régi par des règles et parmi le plus rigoureux possible pour aboutir au bon résultat. Vous savez, en matière d'ingénierie, l'essentiel, ce n'est pas de construire des ouvrages. Les construire pourvu que ces ouvrages soient durables, pourvu que ces ouvrages répondent à certaines exigences de qualité. Sinon, nous sommes en train de ne rien faire. Je vous prends au mot, Monsieur le Président. Vous avez insinué que nous sommes en train d'assister au chaos. Alors, est-ce que vous pouvez revenir là-dessus, question de nous expliciter, parce que finalement, on n'a pas bien saisi ce que vous voulez lâcher là-dessus. Oui, nous sommes en train d'assister à un chaos, tout le monde le sait, la ville. Nous avons, bon, je voulais pas dire un réseau routier, mais nous avons un ensemble, parce que là je parle de route, nous avons un ensemble de routes qui ont assez d'intersections. Et il suffit tout simplement que le matin, si on se réveille, que l'on bloque les tronçons du boulevard Triomphal, qui va de Port Kassavobo à 24 novembre, la ville est paralysée, vous le savez. Mais c'est un petit tronçon d'1 kilomètre qu'on a bloqué. Mais pourquoi la ville est complètement paralysée? Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir. Un tronçon d'1 kilomètre de route est bloqué à la circulation et la ville tout entière est paralysée. Cela veut dire que nous avons une insuffisance de route. Ça, c'est de un. Okay. Cela veut dire que nous n'avons pas de voie de déviation quand un tronçon là est bloqué. Parce que le tronçon qui va du boulevard Triomphal, dans ce tronçon qui va du port Kassavobo jusqu'au 24 novembre, c'est le tronçon le plus important de notre réseau routier. Okay. Quand il est bloqué, mais la ville est bloquée. Je me rappelle, il y a 2-3 semaines, la ville était en train d'exécuter des travaux au croisement de l'avenue Sayo et du boulevard Triomphal. Je ne sais pas qui a réfléchi qu'il fallait faire une chaussée en béton là-bas. Oh, mais on aurait dû faire quoi à la place? Je ne sais pas si vous êtes passé par là pendant qu'on exécutait les travaux. C'était un chaos. Un tronçon de moins de 50 mètres de route, on aurait dû le réhabiliter avec une chaussée souple, avec du bitume. On pouvait commencer les travaux à 0h du matin, faire le décapage, faire le 0h31, le compactage, ensuite mettre la couche de roulement, et à 6h, on ouvre la route à la circulation. Okay. Ça aurait été beaucoup plus de temps. Et les gens n'auraient même pas eu le temps de se rendre compte qu'il y a eu des travaux qui se sont faits. Mais nous devons savoir appliquer les connaissances que nous avons correctement. Mais je passais par là un matin, j'ai vu qu'on a bloqué ce tronçon routier. Et les fils des véhicules qui étaient sur l'avenue Sayo, allaient de Sayo jusqu'à Mamapoto. Et de Mamapoto, les fils des véhicules sur l'avenue Kassavobo allaient jusqu'au niveau de Bandal Mola et jusqu'au niveau de Marché Bayak. Encore que selon comme Mola, on est en train de bétonner également. Alors, et pendant plus ou moins 3 semaines, il y avait un chaos sur ces tronçons-là. Je ne refuse pas qu'on fasse des chaussées rigides, mais faudrait-il qu'on puisse choisir les endroits où on doit le faire et les temps où on doit le faire, et surtout que les chaussées rigides, une fois le béton mis en place, parce que nous sommes en train d'utiliser le béton ordinaire, nous ne sommes pas dans les bétons spéciaux. Si on avait un béton spécial, on pourrait exploiter la route quelques jours plus tard. Mais nous utilisons un béton ordinaire où il faut couler, il faut attendre autant de jours pour que le béton durcisse, et pendant ce temps-là, c'est une cacophonie dans la vie. Voilà pourquoi nous assistons à une batterie d'embouteillages. C'est tout ce que nous sommes en train de voir. Mais vous avez dit, Président, qu'il y a la route a une durée de vie. Je suis passé par Elenguessa, pas plus tard qu'hier soir. C'est pratiquement un chaos parce que lorsque vous arrivez à Elenguessa, déjà, toute la route n'existe pas. Tout est parti. Alors que la route n'a même pas fait 5 ans, même pas 4 ans. Évidemment. Et la faute revient à qui à ce moment-là? À ceux qui ont exécuté ou bien à l'État congolais? La route a une durée de vie. Une route asphaltée comme celle-là, sa durée de vie va de 10-15 ans, même plus. On ne peut pas comprendre qu'une route qui a été asphaltée, dont les travaux étaient réalisés correctement, se dégrade dans les 3-4 ans. C'est déjà un problème.
sous d'autres cieux, il y aurait eu des procès. Il y aurait eu des procès avec des audits techniques pour savoir quelles sont les causes de dégradation prématurée ou précoce de cette chaussée. Parce que quelques millions de dollars ont été engloutis là-bas. Je dis bien quelques millions de dollars. Je ne connais pas les chiffres exacts, mais je sais qu'il y a eu quelques millions de dollars. Dans ce cas-là, à qui la faute? Tout de suite là, je vous dirai, je ne sais pas. Mais si moi je suis nommé comme auditeur pour aller rechercher à qui la faute, voilà comment je vais m'y prendre. Je vais d'abord analyser les dossiers d'études. Est-ce que les études ont été très bien faites? Quelles étaient les différentes couches de chaussées qui ont été proposées? Est-ce que quel a été le trafic qui a été pris en compte pour cette route-là? J'analyse le dossier études. Quand je termine le dossier études, je dois me pencher sur le dossier de la mise en œuvre. Comment le travail a été mis en œuvre? Je vais demander qu'on me présente les différents rapports pendant l'exécution des travaux. Ensuite, je vais moi aussi faire différents tests pour vérifier sur place, sur le terrain, est-ce les dimensions qui ont été données par les études ont-elles été respectées lors de la mise en œuvre? Les exigences sur la qualité de matériaux qui devaient être mises en œuvre avaient-elles été respectées? Il n'y a pas que la chaussée. Je vais aussi me pencher sur les ouvrages de drainage que nous appelons caniveaux. Est-ce les sections de caniveaux qui ont été recommandées par les études et exécutées lors de la mise en œuvre sont-elles suffisantes pour une évacuation correcte des eaux, pour le drainage des eaux? Mais cette route a déjà plusieurs problèmes. Quand vous arrivez au niveau du pont Ngunza. Justement, c'est là que c'est... Au niveau du pont Ngunza, je n'ai jamais compris pourquoi une route en réhabilitation n'a pas inclus ce problème qui est à ce niveau-là. Tout le monde sait que le pont est à un niveau plus bas. À la moindre pluie, vous avez un minimum de 40 cm à 50 cm d'eau qui coule au-dessus du pont. Mais s'il pleut abondamment, je ne vous conseille pas de prendre cette route. Vous risquez de vous retrouver sur les lits de la rivière Karam. À ce niveau-là, il y a un problème. Pourquoi on a réhabilité cette route sans pour autant prendre en compte le pont qui est à un niveau plus bas et le surélever comme on l'a fait sur les ponts, comme on l'a fait au niveau de Bongolo, à côté de l'université qui m'a dit on a surélevé le pont. Ça donne alors un tiradeur en dessous du pont pour que même en camp de pluie, les eaux puissent s'écouler aisément. Déjà à ce niveau-là, il y a un problème. Je crois que si on n'intervient pas rapidement au niveau de la rivière, pour surélever la rivière, évidemment, il y aura encore un autre souci parce qu'on va fermer la route à la circulation. Mais là, on ne peut pas faire autrement. On n'a pas d'autre solution que celle-là. Peut-être que dans l'entretemps, on pourrait voir quelle est l'autre voie de déviation qu'on peut prendre, parce qu'à ce niveau-là, je vois qu'il y a plusieurs voies qu'on peut utiliser comme voie de déviation. Il y a l'avenue Gambela qui est parallèle à l'avenue Linguessa, et va comme relier l'avenue Gambela à l'avenue Linguessa quelque part, et puis mettre en exécution la réhabilitation de ces ponts-là. Ingénieur, Kinshasa s'émeut. Lorsque vous parcourez la mégalopole, actuellement, surtout quand il pleut, c'est le catastrophe. Et différentes catastrophes dans plusieurs communes qui composent bien sûr les 24 communes qui font à ce que l'on appelle Kinshasa, la capitale. Alors, que faire finalement pour que les eaux puissent couler aisément et que l'on ne connaisse pas ce qu'on a connu récemment, la nuit du 4-5 à la commune, sinon à la circonscription électorale de la Tcham, où plusieurs âmes sont parties. C'est assez malheureux de proposer des solutions après qu'on ait enregistré un nombre de gens, un nombre très élevé de gens qui sont morts. Ce sont des morts qu'on pouvait bien éviter. Mais ce qui arrive dans la ville de Kinshasa, c'est le résultat des problèmes qui se sont accumulés avec le temps. Vous savez, une ville se conçoit et se planifie. On planifie le développement de la ville en tenant compte évidemment de la croissance de la population. Parce qu'une ville qui a 20 000 habitants n'aura pas le même problème qu'une ville qui a 200 000 habitants. Il y a ce qu'on appelle les défis urbains dans une ville, parce que les gens qui vivent dans une ville, ils doivent travailler, ils doivent circuler, ils doivent se divertir, et
il y a des activités qui l'emmènent dans une ville. Et ils doivent aussi trouver des lieux pour s'héberger. Ils ont besoin de logement, donc ils doivent loger. Ils ont besoin de centres d'affaires, des activités économiques, ils vont travailler. Ils ont besoin de voies pour se déplacer. Et ils ont aussi besoin des infrastructures pour se divertir. Alors, quand on a laissé pendant plus de 60 ans une ville se développer de la manière d'une génération spontanée, sans qu'il y ait une vraie planification, sans qu'il y ait de vraies politiques de développement de la ville, les résultats, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Vous avez un problème de déchets solides, l'assainissement du milieu, c'est un problème. Si vous pensez que l'assainissement n'est pas lié aux routes, mais je peux vous le démontrer, les déchets solides qui ne sont pas évacués finissent par obstruer nos caniveaux. Les eaux ne savent pas où aller parce que les voies de drainage, qui sont d'ailleurs insuffisants, sont obstruées. Ces eaux-là commencent à couler sur nos routes, détruisent en fait nos routes. Et de l'autre côté, nous avons des problèmes de santé publique. Donc, la mégalopole qu'on appelle Kinshasa doit être gouvernée autrement. Il faut qu'il y ait de vraies politiques en matière de développement des villes. Aujourd'hui, j'ai toujours suivi des gens qui disent non, tout ça, il y a des constructions anarchiques. Mais les constructions anarchiques ne sont qu'une conséquence de manque de logement. Parce que si l'autorité publique était en très bonne position pour produire des logements abordables, comme on les appelle maintenant, les logements qu'on appelait autrefois les logements sociaux, les logements abordables, ça veut dire que la population, un citoyen lambda, peut se dire que moi, j'ai un salaire de 200-300 $, je peux moi contacter un crédit immobilier, j'aurai une maison de 3 chambres, parce que sous d'autres cieux, ça existe. Une maison de 3 chambres, 3 pièces, salon, salle de bain, consort, à 30 000 $. En Afrique, ça existe dans certains pays que nous nous connaissons. 30 000 $. Mais quelqu'un qui a un salaire minimum moyen, qui est fonctionnaire de l'État, qui travaille dans une entreprise privée, peut alors, dans ce cas-là, s'offrir cette maison qui est construite conformément à la réglementation, à un prix abordable. Mais si ce monsieur n'a aucun espoir de trouver un jour un logement dans ces conditions-là, écoutez, la nature en rêve de vie, la personne se débrouille. Demain, elle va se trouver un locataire le long d'une rivière et la personne va commencer à se débrouiller pour bâtir sa maison là-bas. Donc, le problème que nous avons, c'est un effet conjugué de plusieurs problèmes. Et finalement, nous aboutissons au résultat, là où nous sommes aujourd'hui. Donc, s'il faut réorganiser le secteur, il faut donc commencer par repenser l'ensemble des problèmes que nous avons. Les problèmes de logement, les problèmes d'assainissement, les problèmes d'eau, les problèmes d'électricité, les problèmes de déplacement avec les réseaux routiers et évidemment adopter des grandes politiques comme ça se fait dans d'autres grandes villes du monde. Kinshasa, c'est une mégapole. Aujourd'hui, il y a des statistiques qui prouvent que dans les 30-40 ans, Kinshasa risquera d'être la première plus grande ville africaine en matière de population. Parce que là, Kinshasa aujourd'hui vient à la 3e position, après le Caire en Égypte, et après le Nigeria. Après Lagos au Nigeria. Alors, le développement doit être pensé, mon cher ami. Mais l'hôtel de ville, il procède maintenant, je dirais, aux démolitions de maisons érigées dans les lits des rivières, dans les édifices publics, etc. Et c'est là, n'est-ce pas, je dirais, une décision réfléchie. Réfléchie, oui ou non? Expliquez-vous. Oui, évidemment, parce qu'on ne doit pas habiter le long des lits de rivières. Mais la question que je me pose, est-ce qu'ils sont réellement sûrs que là où ils ont tracé des lignes, c'est exactement ça, les lits de rivière? On aurait dû mener une étude. Nous avons des moyens de mener des études pour vous dire avec exactitude, avec une pluie de telle intensité,
Nous faisons une modélisation hydraulique et nous vous dirons, avec une pluie de telle intensité, le monsieur qui se trouve à 200 mètres là, même lui aussi se trouve sur les lits mineurs de la rivière, sur les lits majeurs de la rivière. Parce qu'une rivière a un lit mineur, le lit qu'on a l'habitude de voir, mais il a aussi un lit majeur. Un lit où, un lit qu'il peut occuper sur base de certaines pluies exceptionnelles. Le long de toute la rivière qui parcourt la ville, vous avez un lit mineur, là où la rivière, souvent, vous avez l'habitude de voir la rivière, mais en cas d'une pluie, une forte pluie, la rivière va reprendre l'ensemble de son lit. Ne vous en faites pas. Et le lit d'une rivière peut aller deux fois même à 200 mètres de l'axe de la rivière. Ça peut aller jusqu'à 200 mètres. Donc, ça c'est ce que je disais, oui et non. Oui, on ne doit pas habiter le long des rues de rivières, pas seulement les rues de rivières, mais aussi les bas-fonds. Ceux qui vivent dans des quartiers qu'on appelle Nanou à Kingaba sont dans ces bas-fonds. Ceux qui vivent dans les rizières à Massina, là où les Chinois faisaient le riz, les programmes nationaux de riz, sont dans des bas-fonds. En cas de problème, ils sont complètement inondés. Cela revient à ce que je disais, la ville est planifiée. Et pour les planifier, il y a un plan de développement urbain qui évidemment définit clairement les zones habitables, les zones non habitables, les zones industrielles, les zones agricoles et les zones réservées au logement. Nous avons tendance à dire habitable, non habitable, mais où sont les zones agricoles? Monsieur le Président, vous savez que la ville de Tanganyika également a payé le grand tribut de ces inondations. Les lits, je dirais, le lac Tanganyika est sorti de son lit et a atteint plus de 500 mètres. Il y a des familles non solidables de dégâts énormes en ce qui concerne les infrastructures. D'ailleurs, le gouverneur de là-bas, Christian Kitungwa, a lancé un SOS pour venir finalement à l'aide à sa population, le gouvernement central. Mais qui vous a dit qu'il est sorti de son lit? La rivière a récupéré seulement son lit. Je vous ai parlé du lit majeur de la rivière. C'est son lit. Que faire finalement? Parce que vous qui êtes technicien en la matière, vous semblez être réticent, vous êtes loin de là où se trament les décisions sur, par exemple, l'organisation de la ville, mais aussi et surtout de la construction et la reconstruction de cette dernière. Je disais que Tanganyika n'est pas sorti de son lit. Quand il y a de fortes pluies, la rivière reprend son lit majeur. C'est son lit. C'est toujours son lit. Donc c'était comme un citoyen qui revendiquait ses droits. Mais écoutez, le lac Tanganyika, quelle que soit la pluie, les eaux du lac Tanganyika n'arriveront jamais à Kinshasa. Ce n'est pas son lit, Kinshasa. Mais le long de la rivière Tanganyika, il faut avoir mené de vraies études pour savoir en quoi, quelle est la zone qui appartient au lit du lac. Alors, nous avons tendance à regarder le lac dans son lit mineur. Nous disons, bon, écoutez, c'est ça le lit du lac, et nous pouvons construire à 50 mètres, à 30 mètres, nous sommes très loin. C'est faux, parce qu'en cas d'une forte pluie, et il faut que je le dise, dans le domaine de l'ingénierie du BTP, nous parlons de pluies décennales, mais nous parlons aussi de pluies centennales et quinquennales. Il y a des pluies exceptionnelles qui arrivent chaque 50 ans. Et si vous n'avez pas vécu 50 ans à côté de la rivière, vous aurez tendance à croire que les lits que vous voyez, c'est ça les lits de la rivière. Il y a des pluies qui reviennent peut-être une seule fois tous les 100 ans. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Il est bien démontré que les installations actuelles qui sont le long de l'avenue du tourisme, quand vous allez vers Mboudi, se trouvent sur les lits du fleuve Congo. Même là, on appelle Benengaliema, c'est exactement le lit du fleuve. C'est le lit majeur du fleuve. Et en tout moment, le fleuve peut revenir sur son lit. C'est à nous d'avoir de l'intelligence pour savoir où s'arrête le lit de la rivière, du lac ou du fleuve, pour que cette zone-là soit déclarée zone non édificante. Et c'est clair. Sur d'autres cieux, ça s'est fait comme ça. Les gens ne se posent pas la question de savoir pourquoi, derrière l'hôpital qui tombe au magasin,
À l'indépendance, il y avait un vide. Personne n'était derrière l'hôpital qui était en magasin. Ah, ok. Aujourd'hui, il y a des habitations derrière l'hôpital de Kitambo. Kitambo. Il y a des immeubles qui se sont érigés là. Mais ils sont sur les lits de la rivière. Un jour, les gens qui habitent derrière l'hôpital Kitambo seront sous eau. Et nous avons des moyens pour vous démontrer ça. Qu'est-ce que vous voulez insinuer en disant ça? Ça veut dire que s'il y a une pluie exceptionnelle qui arrive, avec une pluviométrie très élevée, toute cette zone-là, c'est une zone inondable. Raison pour laquelle, quand on a défini le plan de l'hôpital de Kitambo, on avait exclu cette zone-là des zones habitables. On l'a laissé vide. Même l'hôpital ne pouvait pas, qu'est-ce que je dirais, même l'hôpital ne pouvait pas se développer sur cette zone-là. Ça a été laissé vide. Donc c'était fait à dessein. Exactement. Malheureusement, nous avons occupé cette zone. Mais je vous assure qu'un jour, la rivière va reprendre ses droits. Et derrière l'hôpital Kitambo, il y aura encore des dégâts. Ça, je peux vous le dire. Parce que nous avons des données qui prouvent cela. Alors, vous venez de rouler calmement ici au devant de notre bureau jusqu'à arriver au studio sans problème. Vous avez aimé, vous avez apprécié le béton qui a été réalisé sur l'avenue du Louvre, j'ai envie de dire. Ah ben, mais bon, je ne sais pas. Mais ce qui m'a un peu intrigué, c'est de voir qu'il y a un caniveau à ciel ouvert ici. Vous savez, la commune de la Gombe, c'est parmi les communes les mieux urbanisées, pas seulement du pays, pas seulement de la ville de Kinshasa, mais du pays. La commune de la Gombe a un grand réseau d'égouts souterrains. Okay. Un réseau d'égouts qui a été conçu au moment où on a développé la commune de la Gombe. Mais malheureusement, nous avons envoyé dans ce réseau d'égouts tous les déchets qu'il y a dans la commune de la Gombe. Et ce réseau d'égouts est complètement bouché. Pas dans sa totalité, mais dans une grande partie. Et aujourd'hui, nous sommes en train de laisser des caniveaux à ciel ouvert dans la commune de la Gombe ici et dans toute la ville de Kinshasa. Je pense que ce ne sont pas des ouvrages appropriés pour les villes. Oh là là, mais comment ça? Ce n'est pas un caniveau à ciel ouvert, n'est pas un ouvrage approprié pour une ville. Mais on a essayé d'en faire du côté, je dirais, 24 du côté Selembaou, mais ça n'a pas marché. Du côté Académie des Beaux-Arts, pareil. On a fait partout parce que on s'est dit qu'on a un problème de déchets solides qui n'est pas traité. Si nous construisons des caniveaux, des réseaux d'égouts enterrés, ils seront bouchés rapidement. Mais dans toutes les villes du monde, nous avons des réseaux d'égouts enterrés parce que le problème des déchets solides est pris en charge. Mais mais de ce point de vue-là, vous ne voyez pas que la population a aussi un rôle prépondérant à jouer pour finalement que nous n'ayons pas ce que nous sommes en train de... Nous ne puissions pas vivre ce que nous en sommes en train de vivre maintenant. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Mais vous, technicien... Moi, je me pose la question de savoir, entre la population et l'autorité urbaine... Et bien sûr, les techniciens qui a raison, qui a tort. On ne peut pas s'imaginer une ville sans déchets. Ah, ok. On ne peut pas s'imaginer un endroit où vivent les gens sans déchets. Alors, pouvez-vous vous imaginer une mégapole de 15 millions d'habitants? Quel est le volume de déchets qui est produit régulièrement? Journellement. Nous produisons des tonnes et des tonnes de déchets par jour. Mais écoutez, laissez-moi vous dire que le déchet n'est pas une fatalité. C'est une opportunité d'affaires. Les déchets que vous voyez là sont une vraie opportunité d'affaires. Parce que ces déchets peuvent être collectés, valorisés, produits même de l'électricité. D'autant plus que nous avons un problème d'électricité à Kinshasa. Ces déchets, une fois collectés, ces déchets, une fois traités, peuvent nous produire de l'électricité. Il faut qu'il y ait une bonne politique d'assainissement de la ville. Ah, ok. Et ce problème d'assainissement de la ville, évidemment, nous l'avons depuis des années et nous ne l'avons jamais réglé. Et il y a eu quand même un début de solution avec le projet, je crois, un projet PARO de l'Union européenne. De l'évacuation de déchets. De l'évacuation de déchets. Le problème a pris fin, mais nous n'avons pas pu assurer le relais. Le programme a été conçu pour qu'après, la ville puisse reprendre le projet et continuer avec. Malheureusement, au niveau de la ville,
Ça n'a pas pu être fait. Et même les centres d'affouissement qui se trouvent... vers Maluku? Non, vers Kinkole. Vers Kinkole, même la zone réservée à l'affouissement de ces déchets-là, nous avons des habitations. Oui, c'est envahi. C'est un problème qu'on doit régler. Mais aujourd'hui, Monsieur le Président, si on doit le dire, et on s'essaierait d'ailleurs de le dire, vous, que proposez-vous finalement pour que l'on ne tombe pas dans ce genre de piège? Lorsque vous voyez les dangers et vous laissez faire, finalement, nous n'aurons que les yeux pour pleurer, comme a dit un des contemporains. Quand vous dites vous, je ne sais pas si vous, la corporation, vous les techniciens, nous essayons de sensibiliser. C'est ce que je suis en train de faire maintenant là. Ce que je fais maintenant, c'est sans ma part. Je sensibilise l'autorité urbaine, je sensibilise les décideurs politiques, et des fois nous entrons en contact avec eux, mais nous ne sommes pas des décideurs politiques. Il y a des gens qui doivent décider. Mais nous pouvons apporter notre contribution comme experts dans le secteur pour orienter leurs décisions. Voilà tout ce que nous pouvons. Est-ce que l'autorité ne vous consulte pas par moment lorsqu'il est une question de pondre de réflexions majeures en ce qui concerne la politique urbanistique de la ville, sinon de la construction? Quelquefois oui, quelquefois non. Il y a des projets qui sont initiés et qui ne font pas appel à nous. Nous les découvrons comme tout le monde, qu'il y a tel projet, tel projet, tel projet. Mais nous essayons d'apporter nos contributions quand nous sommes consultés. Et quand nous ne sommes pas consultés, nous essayons d'aller vers les dirigeants pour leur dire ce que nous pensons de ce projet. Mais il faut noter par là que les dernières décisions ne viendront jamais de nous. Est-ce que vous avez déjà vu vos conseils être réalisés ou matérialisés par les autorités, par exemple? Et c'était un projet. Ah oui, je crois que, je me rappelle, il y a très longtemps, en 2005, il y avait une table ronde sur les infrastructures, la dernière d'ailleurs qu'on a eue dans ce pays. Table ronde sur les infrastructures. Nous continuons d'ailleurs à attendre la deuxième table ronde sur les infrastructures. Cela a eu lieu en 2005, financé évidemment par nos partenaires techniques, nos partenaires au développement. Et c'était lors de cette table ronde que nous avons, nous, amené une réflexion sur la création du Fonds national d'entretien routier, le FONER. Ah, ok. On avait expliqué pour dire qu'il faut qu'il y ait un établissement public qui, lui, va s'occuper de collecter les fonds pour entretenir les routes. Bon, je crois que le FONER continue à faire ce qu'il peut faire par rapport aux moyens qu'il a. Il y a toujours assez de problèmes. Mais c'est avec regret que nous avons vu le Fonds national d'entretien routier financer les travaux de construction de routes. On a dit non, mais ça c'est l'entretien. Mais les gens essaient d'expliquer en disant, ben, vous allez financer l'entretien alors que vous avez un problème de route. Nous croyons aussi qu'il faut qu'il y ait un Fonds national de construction de routes. Ok. Si ce n'est pas créer un autre fonds, peut-être donner au FONER une autre orientation que celle seulement d'entretien. Pourquoi pas peut-être Fonds national de construction et d'entretien de routes, évidemment avec des attributions beaucoup plus larges, parce que le problème que nous avons, c'est que les moyens que nous mettons sur nos infrastructures routières sont des moyens précaires, très insuffisants pour un pays aux dimensions des continents comme les nôtres. Avant peut-être dernière question, Monsieur le Président, quel regard portez-vous sur différents projets qui, je dirais, poussent ça et là, notamment le moderne construction qui compte aménager un long terrain du côté de Tchangou, au fond d'ériger de bâtiments, de logements, etc. Et puis Kinshasa-Kiamona. Est-ce que vous en avez, ça vous parle déjà, Kinshasa-Kiamona? Le projet de l'extension de la ville de Kinshasa. J'ai entendu parler de ça. Alors, quel regard portez-vous sur différents projets, un peu dans ce sens-là que je viens de numérer tout à l'heure? J'ai entendu parler de ce projet dont vous faites allusion. Malheureusement, je ne connais pas le contenu exact du projet. Je ne l'ai pas encore parcouru pour donner un point de vue exact. Mais ce que je pourrais dire, nous pouvons avoir 1000 projets pour une ville. Que l'ensemble des projets que nous avons pour la ville soit des projets qui entrent dans une planification humaine. Okay. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une planification et ces projets sont en train de se développer dans le cadre de cette planification, qui est d'abord des plans directeurs et que tout projet puisse être
inclus dans ces plans directeurs. Si nous ne faisons pas une planification à l'avance et que nous avons des projets qui ne s'intègrent à aucune planification, nous allons revenir à la case du départ. Parce que ce qui a manqué dans cette ville pendant toutes ces années, c'est évidemment le manque de planification. Les projets isolés ne pourront pas résoudre les problèmes que nous avons. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez développer des logements, 5 000, 10 000 logements à Kinkole. Bon, vous avez développé un projet. Mais dans les cas de quelle planification? Les gens vont aller vivre là-bas à Kinkole. Ils vont commencer à faire des demi-tours vers la ville pour chercher de l'emploi. Mais si un projet intégral qui d'un côté, je vais vous donner un exemple simple. Si aujourd'hui le gouvernement décide de créer une nouvelle université publique dans la ville de Kinshasa, une autre qu'il appellera par exemple Université de Maloku, cette université à elle-même, vous aurez des bâtiments, vous aurez des logements, des enseignants, des étudiants, et tout autour de cette activité va se développer maintenant d'autres activités. Vous verrez venir les supermarchés, parce qu'il y a des étudiants. Vous allez voir venir deux magasins qui vont se développer tout autour de l'université. Mais si je vais tout simplement aller installer des logements là-bas, sans aucune activité économique, je n'ai résolu aucun problème. Donc les gens seront toujours tentés de venir de ce côté. Absolument, absolument. Donc il faut qu'on entre dans une logique d'où on dit le développement des villes satellites. C'est-à-dire, à côté de la mégapole Kinshasa, on développe d'autres petites villes qui vont être intégrées à Kinshasa par un réseau de transport, bien sûr, mais qui seront des villes autonomes à elles-mêmes. Vous allez vivre là-bas, vous avez un travail à côté. Vous vivez juste à côté. Vous viendrez de ce côté-ci que, comme vous aurez envie de venir. Ce fut un plaisir d'être en face de vous, mesdames, messieurs, pour vous présenter cette émission. J'étais en face de l'ingénieur Michel Oyumbu. Vous avez réalisé ou vous avez constaté par vous-même que la matière est tellement abondante. Nous aimerions bien avoir plusieurs numéros, question de vous expliquer, sinon expliciter les problèmes qui écument la mégalopole congolaise, qui est bien sûr Kinshasa. Chapeau bas à Mobutu, incassable, j'allais dire Ange Kassa. Chapeau bas également à Alta Swana, qui nous a permis de piocher un peu de son temps, parce que le temps, il est précieux dans un média, et que finalement, l'on arrive chez vous pour vous donner ce qu'on a donné aujourd'hui. Je vous retrouve prochainement avec un nouvel invité, et d'ici là, portez-vous bien.